Alors moi ensuite j'aimerais vous parler de déterminisme. C'est cette idée que c'est un peu l'idée du destin, que tout est prédestiné et que rien ne peut changer le déroulement des événements et que l'histoire, enfin tout est prédéterminé et que l'histoire se contente de se dérouler d'une manière prédictible. C'est une idée c'est pas quelque chose dont j'ai la certitude, c'est pas une conviction, simplement des réflexions qui m'ont poussé à voir le monde comme ça et à me dire que c'était logique en fait. Donc c'est un peu dans cette optique de réflexion scientifique que j'avais. Donc du point de vue de la science, si on a toutes les données et qu'on sait comment les interpréter, on peut calculer où sera une planète dans 1000 ans. Et si on peut calculer où sera une planète dans 1000 ans, je vois pas pourquoi on pourrait pas calculer où sera un humain dans 10 ans, quoi. Sauf que c'est juste beaucoup plus complexe et qu'on n'est pas du tout en capacité de le faire. Mais c'est l'idée derrière qui me fait beaucoup réfléchir. Cette idée que peut-être tout est décidé à l'avance et qu'on est simplement, on flotte sur la rivière du temps et qu'on n'a pas de rame, quoi. Et c'est peut-être une idée qui, je pense, donc même si c'est pas une croyance, c'est une idée qui me perturbe beaucoup parce que c'est simplement ma logique, ma manière de penser qui me pousse à penser comme ça. Et je me dis que peut-être parfois ça fait partie des choses qui m'ont empêché aussi d'être acteur de ma vie. Parce que dans le fond de ma tête, j'ai cette réflexion de peut-être peut-être que si je fais un tas d'efforts, même si je réfléchis beaucoup, même si j'ai des plans, il y a tellement de choses que je ne peux pas contrôler. On revient un peu sur la question du contrôle. Et tellement d'événements qui relèvent de la chance ou du hasard. Et je pense que c'est quelque chose qui a pu un peu m'empêcher du coup de prendre des initiatives ou de me lancer dans les choses. Et je me dis que le lien avec vous, c'est qu'en tant que personne qui a eu du succès quand même, il y a la question du biais du survivant. Le biais du survivant. C'est cette idée que les seules personnes qu'on voit, c'est celles qui ont réussi. Et donc ça peut sembler beaucoup plus simple de réussir, parce que les gens qui ont échoué, on les voit pas. Et ce qui se cache derrière ça, c'est aussi l'idée il y a une part de chance en fait. Et c'est un peu ce que vous disiez, ce qui vous a lancé dans le cinéma, cette chose, vous avez écrit un scénario comme un exercice, et que c'est un peu par hasard que vous vous êtes retrouvé à vraiment faire le film. Et du coup, est-ce que vous pensez être le fruit du biais du survivant? Est-ce que vous pensez que c'est une part de hasard et de chance qui vous a amené là où vous êtes? Ou bien vous pensez simplement que c'est votre talent ou vos efforts qui vous ont mené ici? Euh, je ne crois pas au déterminisme. Je ne crois pas que tout est écrit. C'est vrai que les planètes, on peut les calculer, on peut aller sur Mars, on peut tout calculer parfaitement, savoir ce qu'ils font aujourd'hui, ce qu'ils feront dans 1 million d'années. Mais le cerveau humain, c'est quelque chose d'unique au monde. C'est quelque chose, me disait un scientifique à un moment donné, c'est la chose la plus perfectionnée qui puisse exister dans l'univers de ce qu'on connaît. Parce qu'il il a réussi à connaître l'univers. Il réussit à se connaître, à connaître l'univers. Donc, tout est imprévu. Rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Si, c'est écrit, comme je disais tout à l'heure, on va vivre 70, 80, 90 ans et après on va mourir. Bon, ben ça c'est une vérité physiologique. Mais comment on développe l'histoire, comment on développe le monde, ça dépend des hommes. Ça dépend de ce que font les hommes, ce que ne font pas les hommes. Ça dépend de ce qu'on fait nous-mêmes ou ce qu'on ne fait pas nous-mêmes. Vous comprenez? Donc il ne faut pas se dire, voilà, moi je fais rien du tout, tout est écrit. Non, vous écrivez. Vous écrivez et vous l'écrirez, le futur vous-même. Parce que vous allez faire un effort formidable, ou un petit effort, et vous ferez quelque chose de différent, et pour vous et pour votre entourage. Et par extension, un peu pour le monde aussi. Voilà. Donc ne partez surtout pas à cette idée-là, parce que c'est l'idée la plus paralysante qui puisse exister. Tout est écrit. Alors bon, on ne fait rien du tout, on reste. Non, c'est vrai que ça a arrangé beaucoup de religions, certaines religions, parce que ça permet de s'imposer complètement. Ils disaient tout est écrit, donc nous savons ce qui est écrit, faites ce que l'on vous dit. Voilà. C'est fait comme ça fonctionnait beaucoup comme ça fonctionne encore malheureusement dans certaines religions. Donc, ne vous laissez pas aller dans tout ça, il faut vous sentir libre, sentez-vous libre aussi, oui, et suivez vraiment vos idées, votre cerveau, c'est ça. Parce que si vous avez, même si il y a 6 milliards de cerveaux sur la Terre, mais c'est quand même 6 milliards de choses exceptionnelles. Et si on a une chose là-dedans, un peu là, pas tellement là-dedans, mais surtout là-dedans. Voilà. Et il a besoin de liberté, il a besoin d'horizon. Alors, tu parlais de hasard. Alors, il y a le hasard, mais il faut savoir le prendre aussi. Moi, par exemple,
quand j'ai quitté mon ex-mari, on habitait Conakry, je suis rentrée, j'ai pris mon fils, je suis rentrée à Nice, donc dans ma famille. Je suis restée 1 an et j'étais redevenue comme une petite fille, simplement j'avais un fils. Donc quand j'ai eu 20 ans, j'ai décidé d'aller à Paris. En tant que provinciale, Paris, c'était la ville perdue. Mes parents m'ont aidée et j'ai décidé d'aller à Paris pour essayer de trouver du travail. J'avais pris un petit hôtel, c'est-à-dire que j'ai pris le taxi. C'était d'abord les trains avec la vapeur. En arrivant à Paris, j'ai pris un taxi et j'ai dit au chauffeur, à l'Arc de Triomphe, au centre. Il m'a dit, ah ma petite demoiselle, le centre, c'est pas l'Arc de Triomphe. Je lui ai dit, ça fait rien, déposez-moi à l'Arc de Triomphe. J'ai descendu l'avenue de Bagram, j'ai pris la deuxième à gauche, rue Troyon, petit hôtel. C'était tellement innocente qu'il a fallu peut-être 15 jours pour que je me rende compte que c'était un hôtel de passe. Et puis là, bon, comment essayer de trouver du travail? Je suis allée chez une coiffeuse, rue Lincoln, au premier étage, et là, mon destin a changé. Rue Lincoln, alors 7 appartements au premier étage, qui étaient inouïs. D'abord, la première chambre de bonne de Costa, ça a été rue Lincoln. Et rue Lincoln, au premier étage, il y avait un coiffeur un peu à la mode à l'époque, et j'avais vu le nom dans Paris Match, alors je m'étais dit, bon, je vais me faire couper les cheveux là-bas. Et c'était la saison des collections, et il y avait une rédactrice en chef de Jour de France, qui était le journal de M. Dassault. C'était le journal où on montrait les mannequins avec les collections, les nouvelles robes d'hiver ou été. Et là, elle m'a posé des questions, qu'est-ce que je faisais, tout ça et tout. Et je crois qu'elle me draguait un peu d'ailleurs. Et je lui ai dit que je cherchais du travail. Donc elle m'a dit, il y a Chanel qui cherche des mannequins. Je lui ai dit, ah, mannequin? Elle dit non, mais elle prend que des filles de bonne famille. Effectivement, une fois que je suis rentrée chez Chanel, c'était la seule qui était ni comtesse, ni marquise, ni princesse. Mais je n'aurais pas saisi cette opportunité en me disant, j'ai peur d'aller me présenter, c'est quoi ce truc? Parce que je sortais de la province et je sortais de l'Afrique. Hein, et l'Afrique, c'était même pas Conakry. Mon ex-mari faisait des études de route, donc on allait dans le fin fond de l'Afrique. Je suis allée, j'ai été prise, et donc ma vie a changé en 5 minutes. Mais sinon, je ne sais pas ce que je serais fait, mais je me suis dit que j'aurais eu une autre opportunité. Et je suis redescendue à Nice, j'ai dit à mes parents, voilà, donc j'ai laissé mon fils pendant 1 an à Paris, à Nice, parce qu'il fallait que je voie si je pouvais continuer, si je pouvais prendre un appartement. Pendant 1 an, j'ai fait une colocation. Mais donc, c'est vrai que ma vie a changé en 5 minutes au Lincoln. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ensuite, quand je suis devenue productrice, Claude Berry, les bureaux de Claude Berry étaient dans ce même appartement où il y avait, 30 ans avant, la coiffeuse Thérèse Chardin, où je m'étais fait, où ma vie a changé. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de fil de continuité. Ceci dit, il ne faut pas compter sur le hasard hein, pour résoudre votre problème. Je ne sais pas qui avait peur, c'est toi. Un peu tout le monde au niveau de la peur. Elle ne saurait peut-être pas aller chez Chanel en se disant, parce qu'effectivement c'était un autre monde. Hein. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire dans ma vie, mais l'année chez Chanel a été très formatrice. Parce qu'évidemment, c'était fasciné, surtout que c'était Coco Chanel, c'était pas n'importe qui. Mais au bout d'1 an, je ne savais pas encore vers où je voulais aller, mais je savais ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire fréquenter ce monde. Ce n'est pas pour moi. Voilà. Et donc, petit à petit... Non, mais je vais revenir à l'idée du hasard. Il ne faut pas compter sur le hasard. Il peut arriver, il faut l'attraper, il faut le prendre, il faut savoir le choisir aussi. Mais les décisions ne se font pas en pensant au hasard. Il peut intervenir à un moment donné. Justement, moi, je pense que même les décisions, elles sont
elles sont simplement issues d'une suite d'événements qu'on a vécus et de réflexions qu'on a eues, et qui sont également prévisibles, et qui sont également... C'est une réflexion un peu complexe, mais je pense que même l'esprit humain est soumis à son environnement, et que du moment de la naissance, si on avait toutes les connaissances pour comprendre parfaitement l'esprit humain, on pourrait savoir si à tel moment il aurait une réalisation ou pas, et que donc même les souvent c'est la réponse oui, mais il y a tellement de choses qu'on peut pas contrôler. Il y a souvent cette réponse de oui, mais parfois il suffit de se mettre un coup de pied aux fesses, de s'y mettre, et on peut changer les choses. Et moi, je pense que la capacité de se mettre un coup de pied aux fesses, la capacité d'avoir cette étincelle, elle dépend pas non plus de nous. Enfin, encore une fois, c'est pas quelque chose que je pense. J'ai pas de certitude en général dans la vie. J'ai aucune certitude. Simplement une réflexion qui s'impose à moi comme étant la plus logique, en fait. Mais du coup, et également, quand vous me dites que vous avez réussi à saisir des opportunités, c'est là que le biais du survivant rentre en compte. Parce que vous êtes ici aujourd'hui pour nous raconter que vous avez su saisir l'opportunité et que vous avez réussi parce que vous avez réussi. Tous ceux qui n'ont pas réussi n'ont pas l'occasion de dire qu'ils n'ont pas réussi. Donc on ne peut pas savoir si vraiment tout le monde a une occasion de saisir une opportunité. Moi, je n'ai jamais dit que j'ai saisi les opportunités. Oui. Non, je ne dirai jamais. Ce que j'ai dit, le travail. Il faut travailler. Quand je dis travailler, ça n'est pas... c'est dire, c'est écrire, c'est faire ça, c'est le travail, tout ce qui concerne la décision qu'on a prise, il faut la travailler à fond. Voilà, ça, je crois beaucoup à ça. Et là, on y arrive. Les opportunités arrivent par la suite, on les prend. Les opportunités, c'est lié au hasard, finalement, n'est-ce pas? Opportunité, hasard, nous sommes dans le même domaine. Donc, je crois qu'on trace son sillon. On trace ce sillon. Il y a des gros morceaux de pierre qui nous empêchent d'aller tout droit, alors on contourne un peu. Mais ça dépend de votre travail. De votre travail à fond. De votre fatigue, de votre transpiration pour arriver. Je crois beaucoup. Dans ceux qui réussissent et ceux qui échouent, en ceux qui réussissent, ça ne veut pas dire qu'ils soient tous connus, mais il y en a la majorité, enfin quand même, j'espère que la majorité réussissent, même en étant femme de ménage, en étant n'importe quoi. Mais c'est simplement l'idée que... Ça ne veut pas dire être connu, oui, mais réussir sa vie, réussir petit à petit, arriver à faire ce qu'on peut accepter. Et puis si on a un travail qui n'est pas forcément enthousiasmant, trouver autre chose dans la vie familiale qui compense. Pour moi, l'idée, c'est que même en parlant de réussite personnelle, en général, on a beaucoup plus d'exemples. Enfin, les gens qui ont des réussites personnelles, même que ce soit une femme de ménage qui adore être femme de ménage et qui est contente, va beaucoup plus s'exprimer sur le sujet que quelqu'un qui s'est retrouvé femme de ménage mais qui déteste ça. Et c'est ça le biais du survivant, c'est que les gens qui réussissent, on les voit plus que les gens qui réussissent pas. Mais voilà, mais merci pour votre réponse en tout cas. Je pense que c'est un débat sans fin, donc on va passer... Vos réponses m'ont beaucoup intéressé en tout cas, merci. Du coup, j'ai une deuxième petite question qui est pour vous deux. C'est pas du coup là. Pardon, excusez-moi. C'est plus du coup lié à mes questionnements professionnels sur ce coup-là. Donc du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, mais en aparté, je suis du coup coiffeuse maquilleuse. Je travaille pour un peu tout domaine, tout projet qui puisse m'intéresser, mais c'est vrai que c'est plus le domaine du théâtre ou du cinéma qui m'intéresse le plus. Bon, c'est celui qui, pour l'instant, est le plus fermé, hein, avec l'actualité, mais voilà. Et en fait, dans ce milieu-là, j'ai pu remarquer que c'est quand même un milieu qui est soumis à quand même beaucoup de discrimination, je trouve, et qui est pour autant qui a toujours été en changement, et je trouve qu'il y a encore plus de changements actuellement, que j'espère des plus positifs. Et en fait, c'est aussi, je trouve, un milieu qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup de monde, en fait, dans le milieu.
autant donc dans mon milieu du maquillage, de la coiffure, que tout simplement, je trouve, dans le cinéma et dans le théâtre. Et que ce soit des personnes qui aient fait des études ou pas, ou qui se lancent comme ça. Et en fait, avec en plus tout ce que l'on peut voir au niveau des réseaux, je trouve que c'est très difficile en fait de pouvoir se trouver soi-même, de trouver son style, de se sentir légitime et de pouvoir se dire qu'on peut y arriver. Et pourquoi est-ce qu'on y arriverait plus qu'un autre? Donc c'est beaucoup de questionnements que je peux avoir à ce niveau-là. Vous deux, vous êtes réalisateur depuis des dizaines d'années et vous avez pu voir passer beaucoup de monde et vous avez fait plein de films. Et je me posais la question de comment vous faites pour en fait vous sentir légitime de vouloir ou de pouvoir arriver à... Où est-ce que vous en êtes dans votre travail? Je ne sais pas si ma phrase est très claire déjà. Et aussi, comment faites-vous pour garder toujours le cap et la motivation d'avancer tout en gardant vos valeurs, vos principes et tout en arrivant en fait à découvrir votre unicité dans votre domaine qui est quand même un métier passion. Il y a beaucoup de questions là. Oui, effectivement, il y a beaucoup de questionnements dans mon travail. Plus j'avance, plus on a. Je vais commencer par la dernière. C'est-à-dire qu'il faut voir pourquoi on fait ce métier. Si on veut faire ce métier, il faut suivre sa philosophie de la vie, sa philosophie de la société. Voilà, pas la vie par rapport à la société, même par rapport à la société. Et voir pourquoi on veut le faire. Est-ce qu'on veut le faire pour s'enrichir? Est-ce qu'on veut le faire pour être célèbre? Est-ce qu'on veut le faire pour s'exprimer? Moi, j'ai toujours pensé, je fais mon métier pour m'exprimer, que ça marche quand ça ne marche pas, je le fais comme cela. J'ai eu la chance de faire des films qui ont marché, mais d'autres qui n'ont pas marché, mais j'ai continué à le faire. Voilà. Donc ça, c'est une ligne très personnelle, c'est une décision personnelle. Alors, pour revenir au début de votre question, c'est vrai, c'est un métier aussi où il y a une demande extraordinaire. Il y a des milliers de personnes, des milliers de jeunes garçons, de jeunes filles qui veulent entrer dans la profession. Beaucoup d'entre eux, ils sont prêts à tout. Je ne vais pas entrer dans les détails, ils sont prêts à tout. Donc ça gâche les décideurs. S'ils n'ont pas une éthique précise, alors ils en profitent. Donc ça peut gâcher beaucoup, ça crée des situations épouvantables. Mais il y a une chose aussi qui tient, c'est que ceux qui ont du talent quand même, quelles que soient les manières avec lesquelles ils sont entrés dans le métier, mais c'est très difficile d'entrer dans ce métier, évident. Donc ils peuvent réussir. L'autre chose aussi qu'il y a à ce métier, vous avez parlé de maquillage coiffure. Ça change sans arrêt. Quand j'ai commencé le film, alors les dames passaient 2 heures au maquillage. Il y avait des maquillages spéciaux pour être très belles. Bon, peut-être qu'on en fait encore. Mais aujourd'hui, on tourne sans maquillage. Ou très belle de maquillage, un peu de poudre et ça va. Voilà. Donc il faut aussi s'adapter au fur et à mesure. Il va de même pour la coiffure. C'est fini. On fait tout pour que la dame soit belle. Il faut que ça soit vrai. C'est par rapport au vrai et au fabriqué. Ça a changé énormément. Donc ça devient encore plus difficile. Il faut une capacité d'adaptation permanente dans ce métier. Il ne faut pas non plus se dire qu'on rentre dans ce métier et toutes les solutions, tous les problèmes ont trouvé la solution. Non, parce que c'est un métier, une profession de gens qui travaillent 6 mois et qui restent 1 an sans travailler. Voilà, donc il faut s'adapter à cela aussi. C'est vrai que les salaires sont élevés précisément pour cela. Mais il faut s'adapter à ça aussi. Il faut attendre. Et on attend pourquoi? Parce qu'on a la passion d'être dans ce métier. Il y a toute cette combinaison-là qui fait que ça sera un métier tout à fait particulier par rapport aux autres. Et que l'adaptation est permanente. Voilà, je crois que j'en vais tout dit. Merci. Oui, c'est vrai que dans les techniciens, puisque le maquillage, coiffure fait partie des techniciens du cinéma, d'abord c'est un métier d'intermittent. Oui. Déjà, il faut arriver à être intermittent. Pas facile. Déjà, d'abord, on est stagiaire. Il faut encore que la production accepte. Même si tu ne veux pas être payé, il y a un problème d'assurance. Donc, je veux dire, il faut connaître aussi. Ça ne se passe pas souvent à travers le metteur en scène ou le producteur, parce que la chef de poste, que ce soit
en coiffure, en maquillage, en son, en image. C'est pas le producteur, le metteur en scène qui choisit. Le metteur en scène choisit le chef de poste. Mais ensuite, c'est le chef de poste qui choisit son assistante, son assistant, le stagiaire. Donc, il faut arriver déjà à rentrer, à connaître. C'est pour ça que les écoles de cinéma ne donnent pas le talent, mais elles donnent des contacts. Ouais. Hein, c'est-à-dire que tu sors d'une école de cinéma, tu es plus ou moins souvent engagé comme stagiaire, un producteur ou un premier assistant, ou on fait plus confiance à des élèves qui sortent d'une école que du tout venant, à moins qu'ils les connaissent personnellement, tout ça et tout. Donc il y a déjà cette difficulté. Ensuite, une fois que tu as la chance d'être assistante, donc d'un chef X, souvent tu es collé à lui ou elle. C'est difficile d'aller avec un autre, parce que si elle a besoin de toi ou il a besoin de toi, et puis il y a des périodes où on ne travaille pas, en intermittence, qui peut être plus ou moins longue. Donc, il faut avoir l'envie, la passion, et savoir s'accrocher, parce que c'est pas facile. Alors, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on va de plus en plus dans une société où, en dehors du cinéma ou des métiers culturels où c'est l'intermittence, on va de plus en plus dans une société où tout le monde va être intermittent. Hein, plus ou moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un travailleur dans n'importe quel métier ne peut pas se dire que dans 30 ans, il sera encore là, dans la même maison, ou dans de mon temps, comme si je peux dire ça, de mon temps. On pouvait être fonctionnaire pendant 40 ans, on pouvait être dans la même entreprise pendant 30 ans. Aujourd'hui, c'est plus ça. Ouais. Il y a d'abord, on peut changer de région, c'est-à-dire qu'il faut aller au travail, c'est plus le travail qui vient te chercher. Donc c'est vrai que vouloir être maquilleuse, coiffeuse, tout ça dans cette profession, il faut vraiment vouloir. Ouais. Il faut que ce soit une passion. C'est ça. Et Voilà. je sais que Mais en même temps, peut-être avoir quelque chose à côté qui compense les périodes d'inaction. Oui, et du coup, je trouve que du coup, en fait, c'est aussi, par exemple, cette période d'inactivité qui m'a poussée, par exemple, à faire ce service, parce que je ne voulais pas rester justement à ne rien faire et potentiellement perdre la main ou tout simplement continuer à déprimer. Donc, je me demandais, vous avez forcément aussi des périodes où vous avez peut-être des trous, de l'inactivité, et comment vous faites pour continuer à être motivé, à continuer encore à garder la flamme de vouloir faire des films avec autant de passion et d'ardeur? Il y a des périodes très difficiles. Hein. Il y a des périodes difficiles de recherche de sujets, de recherche d'écriture, de financement. C'est jamais comme ça. C'est tac, 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 tac. Voilà, c'est ça le métier. À tous les niveaux, que ce soit, je pense pour Costa, pour la production, il y a en haut et en bas de la vague. Ouais. Hein, et donc, on s'accroche parce qu'on ne voit pas autre chose. Peut-être parce qu'on ne sait pas faire autre chose aussi. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il y a un autre moteur en soi, en tout cas pour le metteur en scène, pour l'écrivain, pour un scénariste, c'est que ce qui vous intéresse à fond. Alors on peut attendre 6 mois, 1 an, ça m'est arrivé d'attendre ça. C'est il y a un projet, écrire en moitié, puis l'abandonner, puis écrire un autre sujet. Voilà, c'est ça. C'est ça la passion. C'est-à-dire que cette période-là, pour un metteur en scène, ne sont pas du farniente. On fait toujours des choses, mais qui ne réussissent, qui sont abandonnées. Voilà. Mais derrière ça, il y a la passion, c'est notre passion. Mais il ne faut pas non plus juger la vie par rapport, bon, disons-le franchement, là, les gens qui ont réussi, si vous voulez, je mets ça entre guillemets, réussi, quoi, que vous vous invitez ici pour vous parler. Il ne faut pas considérer la vie par rapport à ça. Parce que ça, c'est de la rareté, hein. C'est des choses exceptionnelles. Je vais être encore plus franc. C'est comme celui qui gagne les Jeux Olympiques, qui court, qui saute à 2,10 m, 2,25 m. Eh bien, tout le monde ne le fait pas. Donc, vous voyez, donc, il faut parler du monde, du peuple, enfin, du peuple dont nous faisons partie tous, nous faisons partie aussi, mais il y a une autre vision. Alors, si on vient ici, on essaie de parler le plus franchement que possible, c'est quand même exceptionnel. Vous me posez des questions, mais on ne peut pas non plus répondre à toutes les questions
en ayant un point de vue comme vous, en ayant votre problème. On n'a plus le même problème. Alors, on vous parle aussi franchement qu'on peut, mais d'une manière, des gens qui sont sortis de ces problèmes d'une certaine manière. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'il faut avoir la passion. Il faut avoir la passion et il faut aller jusqu'au bout avec la passion de la liberté. Et je dirais aussi, vivre dans un monde qui est comme le nôtre, je le répète, qui a beaucoup de facilités. Et du coup, on est un petit peu pressé, donc je vais être un peu militaire sur la fin des questions, pour pas trop dépasser. Voilà. Désolée. La censure, déjà, il commence à... Bah, du coup, merci pour vos réponses. Et du coup, je passe la main, je ne sais plus. Alina ? Allez. Moi, ma prochaine question va porter sur l'entourage et l'influence que ça peut avoir. Donc en fait, moi, pendant plusieurs années, j'étais entourée de personnes fermées d'esprit. Je partageais pas du tout leurs valeurs. Et c'est justement pour ça que je suis venue ici à Lyon, c'est en partie pour ça. Parce que voilà, j'étais entourée de personnes vraiment fermées d'esprit et j'avais l'impression au final de me trahir et de trahir mes principes. Et donc du coup, je voulais découvrir le sentiment de pouvoir être moi-même et sans ressentir l'obligation de m'auto-censurer. Et donc du coup, vous qui avez côtoyé énormément de personnes, notamment vous, Michel, je me souviens de cette expérience justement où, pour préparer votre voyage avec les 4L, vous avez eu une préparation avec des mécaniciens pendant 2 mois et ils se moquaient un petit peu de vous parce qu'à l'époque c'était pas courant en tant que femme dans les années 60 de partir pour un voyage comme ça. Et donc du coup ma question c'était est-ce que vous avez réussi à préserver des influences extérieures tout en restant vous-même? Moi-même, c'était l'envie de partir déjà. Donc, faire ce stage, apprendre à démonter des cardans, tout ça et tout, il y en avait d'entre nous qui étaient plus doués que d'autres, mais c'était un moyen de partir. Enfin, il fallait passer par là, donc je ne décidais pas si c'était bien ou non, il fallait le faire. La question, c'était quoi exactement? Par rapport aux influences extérieures, donc ils se moquaient un petit peu de vous, donc forcément, vous ne partagiez pas forcément leurs valeurs. Vous aviez pas. Non, bien sûr que non. Par exemple, quand avant d'avoir l'idée de ce voyage, mon frère m'avait fait cadeau d'une MG décapotable d'occasion, et je travaillais donc chez Chanel, et les week-ends, j'allais faire des courses de côte. Les courses de côte, c'est des courses en montagne, en Alsace, dans les Alpes, tout ça. Et je gagnais toujours la Coupe des Dames. Et donc, Redélé, qui était celui qui a créé Alpine, qui était associé avec Renault, m'avait proposé de rentrer comme professionnel dans l'équipe Renault. Professionnel, c'est-à-dire faire des rallyes en tant que sportif. Et alors là, ça m'avait hérissé parce que autant faire ça un peu en amateur, comme ça. Je partais les week-ends avec mon fils et on revenait le dimanche soir. Ça m'amusait. Mais autant le sport en professionnel, c'est-à-dire que c'est quand même fermé comme esprit, je n'avais strictement aucune envie. Par contre, ça m'a donné l'idée, à partir du moment où j'avais des contacts chez Renault, quand j'ai eu l'idée, pour sortir du cycle de Chanel, de faire un raid, de le raconter, de réussir quelque chose par moi-même, et après peut-être devenir journaliste, c'est à travers ces contacts, parce qu'il m'avait remarqué en tant que conductrice de rallye, enfin de course de côte, que j'ai pu rentrer chez Renault, parce que sinon, se dire, très bien, on tape à la porte de Renault, mais c'est grand Renault, c'est grand Publicis, parce que c'est Publicis qui s'occupait de la publicité de Renault. Donc j'avais le chemin pour y aboutir. Mais c'est vrai que le sport en professionnel, j'ai dit non, ça ne m'intéressait absolument pas, parce que c'est un milieu fermé d'esprit. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressentais. Je voudrais revenir à ce que vous disiez à propos
les mécaniciens de Chérenon. Moi, je suis allé au Théotrope 2 fois quand elle préparait ça. Imaginez 5-6 personnes qui ont la quarantaine, la cinquantaine, bien trempus, qui boivent bien des coups à midi, qui se marrent bien. Ils voient arriver chez eux 4 pépés qui veulent faire le tour du monde en voiture. Ils se disent, bon, ben, évidemment, c'est normal. C'est des obstacles qu'on réunit, qu'on a toujours dans sa vie. À partir du moment où vous voulez faire quelque chose de très différent, vous avez des gens qui ont pas la mauvaise mentalité, mais l'humour. Ils veulent être contre, ils n'y croient pas. Donc ils l'expriment, bien ou mal. Vous aurez cet obstacle en permanence. Mais c'est ça aussi la force du caractère, la force de la passion, d'aller d'avant malgré ça. Du coup, merci. Du coup, est-ce que vous, Costa, vous avez côtoyé énormément de personnes, vous avez sûrement côtoyé des personnes dont vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Comment vous avez géré ça? Est-ce que ça a été un problème pour vous? Non, dans tous les domaines, on rencontre des gens qui ne partagent pas du tout ce que vous voulez faire, surtout quand on va faire un film, comme je fais moi, de certains types, ils disent, vous n'allez pas faire ceci, etc., etc. Donc, il faut suivre son chemin avec les difficultés qu'on peut avoir. Bon, plus on avance, plus, à partir du moment où on a un peu de succès, bon, tout ça s'annule. Mais le problème, c'est quand on n'a pas de succès, quand on n'est pas. Donc, on s'impose, je crois, je reviens à ma retournelle, c'est le travail. Si on travaille bien, si on va au fond des choses, les gens, quels qu'ils soient, à moins que ce soit des fachos totaux, les gens en général, ils comprennent les gens qui travaillent. Ils finissent par accepter les gens qui travaillent, à moins de peut-être les admirer, mais en tout cas les accepter. Voilà. Mais vous aurez toujours des gens qui sont contre vos idées, qui disent non, c'est forcé. Merci, je laisse la parole du coup à Michael. Moi, j'aime faire des choses dangereuses parce que ça me procure du plaisir. Par exemple, j'étais au Maroc à la plage, il faisait nuit et j'ai vu un bateau cargo au loin. Je voulais nager jusque là-bas, alors j'ai nagé à environ 1 kilomètre au large. Ensuite, quand j'essayais d'entrer, il y avait des courants que je ne pouvais pas sentir qui m'amenaient au large, alors je ne pouvais pas avancer. Je m'en suis sorti, mais j'ai failli mourir. Donc ma question c'est, comment assouvir son désir d'aventure sans aller trop loin? Par le raisonnement et par l'expérience. Vous n'allez pas recommencer. Je pense. Ça, c'est l'expérience. Les raisonnements, si on n'a pas d'expérience, peut venir aussi par le fait d'avoir quand même un peu de se retenir. C'est vrai qu'il ne faut pas faire confiance absolue à ses muscles, parce qu'on est quand même très faible. Hein. On a des grandes faiblesses, mais ça, on ne le sait pas. Mais l'expérience que vous avez fait, vous a fait comprendre plein de choses. C'est vrai que vous avez un physique formidable, fort, etc. On se dit, voilà. Mais il faut raisonner. C'est parce qu'on apprend à raisonner, à l'école, à la culture, je ne sais pas, mais il faut apprendre à raisonner dans toutes les phases de nos décisions. Si je comprends bien, tu te retrouves dans la même situation, tu vas retourner au cargo. Oui. Oui. Pour monter sur le cargo. Au moins le toucher. Au moins essayer. Oui, essayer. Mais tu ne peux pas monter sur le cargo quand il est au port. Ouais, mais il faudrait aller en discrétion parce qu'il y a les gardes et tout. Oui. Non, mais je comprends aussi qu'on puisse vouloir monter sur un cargo et puis qu'on se dit la prochaine fois, on va essayer. On va y arriver. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est difficile de changer de caractère. Hein. Pour rebondir sur la question, on se demandait tous, en parlant du Vietnam, quand vous avez traversé le Vietnam en Dauphine, en mettant des gilets pare-balles dans les portières et une plaque de fer sous vos fesses, Michael était très très impressionné justement par le fait que vous étiez inconsciente. Il y a une forme d'inconscience dans le fait de... Je vais vous dire. Si j'avais débarqué au Vietnam et que 15 jours après, j'avais pris ma Dauphine et j'avais traversé le Vietnam, c'était de l'inconscience.
Quand j'ai décidé de ce voyage, j'avais fait 6 mois de long en large, tout le Vietnam, et je savais ce qu'il fallait faire et pas faire. C'est-à-dire ne jamais conduire avant 9 h le matin pour que les mines soient pour les autres, qu'il y en ait d'autres qui sautent avant moi. S'arrêter toujours vers 16 h parce qu'on peut crever, on peut avoir un problème technique. Il ne fallait surtout pas être la nuit, se retrouver sur la route. Parce qu'on pouvait être pris pour cible, on pouvait être kidnappé. La troisième chose, c'est que, bon, je le savais avant, mais j'en avais appris quand même beaucoup sur place, c'est-à-dire que traverser aujourd'hui, par exemple, l'Afghanistan, je ne le ferai pas. Le Vietnam, l'autre côté, c'était des communistes, donc très organisés. Je savais très bien que entre Saïgon et le 17e parallèle, c'est-à-dire entre le 17e parallèle, c'était la séparation entre le Sud-Vietnam et le Nord-Vietnam, il y avait ce qu'on appelait 2 checkpoints Viet Cong, c'est-à-dire qu'ils étaient sur la route, les communistes, donc les Viet Cong étaient sur la route et ils encaissaient un péage. Toutes les voitures qui passaient, tous les Vietnamiens qui passaient. Évidemment, quand c'était un convoi militaire, ils se retiraient ou ils les attaquaient. Mais on savait qu'ils étaient là. Donc je savais qu'entre Saïgon et Dalat serait un contrôle, puisque c'était une voiture civile. Et je savais que c'en aurait un autre entre Nha Trang et Pleiku, c'est-à-dire entre la Pacifique et les hauts plateaux. Mais là, encore une fois, d'être une femme seule, je savais que je passerais. Le premier. Le deuxième faisait plus peur. Mais le premier, ça s'est passé exactement comme je le prévoyais. Et pourtant, je ressens plus, disons, à une américaine qu'à la française moyenne. Ils m'ont offert le thé. Il y en avait qui baragouinaient le français, il y en avait qui baragouinaient l'anglais. J'ai voulu, parce que normalement, puisque c'était encore une fois des communistes, donc très organisés, normalement, ils recevaient une somme X pour le péage et ils donnaient un reçu. Moi, ils n'ont pas voulu me faire payer. Et évidemment, ils n'ont pas voulu me donner de reçu. Or, moi, pour mon histoire, c'était bien que j'ai un reçu comme quoi j'avais passé le péage. Ça, c'était le premier. Le deuxième péage, c'était des montagnards, donc plus rudes culturellement, mais pareil, communistes. C'est-à-dire que quand je suis arrivée sur les hauts plateaux, j'avais toujours ma carte de presse que j'avais camouflée dans la voiture. Quand je suis arrivée sur les hauts plateaux, je dormais, quand c'était possible, ou chez des planteurs français, ou dans les camps américains, puisque je pouvais en tant que journaliste. Évidemment, le capitaine du camp américain, en arrivant sur les hauts plateaux, m'a dit « Mais Michel, vous avez un laissez-passer des Nord-Vietnamiens pour passer, puisque vous arrivez de Pleiku, vous avez passé forcément le péage. » Mais j'ai dit non. Effectivement, ils m'ont arrêté, et pareil que pour mes péages, ils m'ont offert le thé, le riz, ils m'ont laissé passer. Parce que si j'avais ils m'avaient demandé mon laissez-passer, par exemple, il fallait qu'ils me capturent et qu'ils vérifient ensuite si le laissez-passer était valable. Donc ils me gardent X temps pour que, je ne sais pas qui, quel commissaire politique, dise « Ah oui, ça c'est un laissez-passer valable ». Non, ils m'ont laissé passer parce que j'étais une civile, parce que j'étais un élément tout à fait insolite, mais vraiment tout à fait insolite, à 500 km de Saïgon, en pleine guerre, et que, bon, je pense qu'ils sont encore la bouche ouverte, mais s'ils avaient eu dans leur tête que je devais leur présenter un laissez-passer, j'y serais peut-être encore, parce que, voilà. Et donc, quand j'ai été prise, finalement, 8 jours plus tard, c'est parce que la route était coupée. Toute la route numéro 1 était coupée, c'est-à-dire la route qui longeait le Pacifique sur une distance de 30 km. Et c'était ce que les Viet Cong appelaient une zone libérée. C'est-à-dire que les Américains n'y allaient que pendant la journée pour faire des opérations de journée. Mais la nuit, ça appartenait... Donc la route était coupée. Et j'ai quitté le camp américain où j'avais dormi. Ils devaient m'envoyer un avion pour transporter ma voiture, pour passer ces 30 km, ces 50 km.
et aller plus haut. Et j'ai été prise entre le petit déjeuner où j'ai passé dans le camp américain et midi où je devais embarquer ma voiture sur un avion à Caribou. Je suis allée jusqu'à la première barricade où la route était effondrée, donc je ne pouvais pas aller plus loin. J'ai fait des photos, je suis retournée, mais là j'ai senti que l'atmosphère était tout à fait différente. C'est-à-dire que normalement, quand je m'arrêtais en voiture, tout ça, les habitants venaient, les villageois venaient. Et là, on sentait que c'était à couper au couteau. C'est-à-dire qu'il devait y avoir des snipers. Et donc, je me suis dit, bon, il faut faire attention. À ce moment-là, il y a eu 2 jeunes Vietnamiens qui avaient crevé, qui avaient des bicyclettes, qui m'ont arrêté, qui m'ont demandé s'ils pouvaient mettre les bicyclettes sur le toit pour rentrer au village. J'ai dit oui, bien sûr. Et à la courbe suivante, il y avait 3 Vietcong, 2 à droite, 1 à gauche, qui m'attendaient. Ils m'avaient vu passer sûrement à l'allée. Donc ils ont discuté avec les jeunes Vietnamiens qu'ils ont libérés. Et moi, ils m'ont mis une corde sur les gauches, ils m'ont fait remonter en voiture et ils m'ont fait aller vers le sud. De 3, ils étaient passés une dizaine. Et j'ai vu un moment où je me suis dit, dans le fond, le moment délicat de la prise d'otage, enfin de la capture, le moment délicat est passé, c'est-à-dire parce qu'on pouvait me tirer dessus par peur, mais là, il commençait à réfléchir. Et je me suis dit, bon, il me renvoie au camp américain, mais pas du tout. Au bout de, je sais pas, 500 mètres, ils m'ont fait tourner sur la gauche, puis quand on n'a plus pu avancer sur les rizières, on a laissé la voiture, ils ont mis des grenades, enfin, pour pas qu'on puisse prendre la voiture, des booby-traps. Et voilà, j'étais parti. Mais j'avais, si vous voulez, dans mon désir, parce qu'évidemment, ce que je voulais, c'est passer de l'autre côté, bien sûr. Mais, encore une fois, j'aurais été folle si je l'avais fait le lendemain ou 1 mois après mon arrivée. J'avais toutes les garanties, j'avais mis toutes les chances de mon côté. Oui, c'était pas circuler le matin, à m'arrêter avant 4 heures, ne pas avoir un coéquipier masculin, être seul, une femme seule. C'était réfléchi, c'est-à-dire que le cargo, pour revenir à ton histoire de cargo, j'essaierai de trouver la route du cargo, de voir où le courant est le moins fort, mais pas le refaire au même endroit, où tu sais que de toute façon tu n'y arriveras pas. Donc il faut que tu trouves la route du cargo et voir à quel endroit il est le plus près de la côte et où ça sera le moins dangereux pour toi de passer. Sinon, tu es inconscient. Non, mais ton cargo, il faut l'abandonner à l'idée du cargo. On va passer à la question suivante. J'avais une question à vous poser. C'était par rapport à l'injustice. L'injustice. Et en fait, personnellement, l'injustice me frustre énormément au quotidien. Parce que j'appelle l'injustice directe et indirecte, mais il y a d'autres termes pour ça. Mais par exemple, pour moi, l'injustice directe, c'est une injustice où quelqu'un se fait agresser. Directement, moi, je peux intervenir. Mais il y a l'injustice indirecte, qui est en fait, par exemple, un gouvernement qui s'en prend à une de ses communautés. Je prends l'exemple des Ouïghours. Au point où cette situation, mais comme beaucoup d'autres, m'a tellement frustré de ne pas pouvoir intervenir directement que je suis allé envoyer un mail à 6h du matin au ministère, au Premier ministre, juste pour demander pourquoi est-ce qu'il n'y avait aucune action forte faite contre le pays de la Chine et pourquoi l'Union européenne n'intervenait toujours pas. Et à ça, en fait, ça me prend des nuits, ça peut-être même me provoque des insomnies, parce que j'y pense et je me demande qu'est-ce que je peux faire en fait. Et vous, Costa, par exemple, avec l'ancien président chilien qui s'est suicidé après le coup d'État de Pinochet. Allende, oui. Allende. Salvatore Allende. C'est ça, c'est Allende. Et pareil pour vous, Michel, vous êtes allé au Vietnam et je pense que vous avez dû voir des populations
souffrir en fait des deux guerres des deux côtés. Comment vous faites pour vous dire j'ai fait ma part du travail, ou bien comment vous faites pour pas que l'injustice vous mange en fait, pour pas que ça vous... Bon, je vais t'en attacher. Non, mais la justice, d'abord, on ne peut pas être justicier soi-même. Et la justice, vous la placez sur plusieurs niveaux. Le niveau personnel par rapport à la personne à côté que vous pouvez aider. Si c'est dans une situation injuste, bon, ça on le fait, mais on ne peut pas devenir justicier. On ne peut pas dire, voilà, vous avez raison, vous n'avez pas tort, parce que la justice, c'est ça. Alors quand on rentre dans les grands problèmes, que ce soit les problèmes d'État, que ce soit les problèmes d'État, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez agir qu'en signant des pétitions, en écrivant au ministre, et tout ça. Et puis, il faut s'arrêter là. Il ne faut pas se prendre la tête complètement parce qu'on devient fou. Parce qu'on ne veut pas les choses. En votant, en choisissant, voilà, comme citoyen, choisir ceux qui peuvent changer des choses. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas changer. Ni moi, ni personne. Alors, quand on est cinéaste, on peut faire un film pour montrer des choses qui ne vont pas très bien. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais au-delà, il ne faut pas non plus se dire, je fais ces films pour changer le monde. C'est impossible. Et heureusement, parce que là, si vous pensez qu'en faisant un film, vous changez le monde, vous êtes un fou de moment. Alors vous pouvez appartenir à un membre politique que vous choisirez, X ou Y, parce que vous pensez qu'il correspond à votre sensibilité. Mais le problème de la justice, c'est un grand problème dans nos sociétés. Et une société, non, en plus, ne peut pas vivre sans justice. C'est pour ça qu'il y a la police, et pour les juges, etc. Donc, personnellement, on ne peut pas faire de la justice. On peut se battre pour que la justice est juste, si je puis dire. On peut se battre pour que le parti au pouvoir qui va venir soit un parti qui libère la justice. Mitterrand l'a fait pendant un moment au début. Il a libéré la justice, c'était une très bonne chose. Je ne sais pas si ça continue depuis. Mais on ne veut pas faire plus. Parce que là, on rentre dans ce domaine de folie personnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est un tourbillon duquel on ne peut pas s'en sortir. Mais l'injustice, voilà, il faut combattre la justice d'abord par rapport à votre relation avec les gens. Vous ne pouvez pas être injuste vous-même, mais vous ne pouvez pas combattre tous les injustes et toutes les injustices, si ce n'est que pas avec d'autres personnes. Et les autres personnes, c'est quoi? C'est des groupes comme ici, des groupes politiques auxquels vous croyez, ou toutes sortes de groupes dans la société qui peuvent combattre l'injustice. Là, vous pouvez faire partie de ces groupes-là. Seul, à mon avis, c'est une bataille perdue. Vous écrirez, vous faites des choses comme ça, mais je crois, personnellement. D'accord, je vous remercie. Alors, on peut faire une dernière question très très rapide, parce que Mélodie avait une question aussi pour vous, mais c'est pareil, il faudra une réponse relativement rapide. Du coup, je vais essayer de faire rapide, mais c'était une question longue de base. En fait, c'est que je remarque qu'il y a pas mal de contradictions dans ma vie. Par exemple, j'adore sortir de ma zone de confort, mais quand je sors de ma zone de confort, il y a une petite voix dans ma tête qui fait que de me juger tout le temps. J'adore me mettre dans des situations stressantes, prendre des responsabilités, me surpasser. Mais le stress, c'est un sentiment que j'ai vraiment beaucoup de mal à gérer. J'adore avoir énormément d'échanges sociaux et faire beaucoup de choses de ma semaine. Je dirais que ma semaine de rêve, c'est que je rentre pas chez moi les soirs et que je vois un maximum de personnes. Mais du coup, quand je fais ça, il m'arrive à un moment où en fait, je me sens surpassée. J'ai l'impression de courir un peu après le temps. Et donc, du coup, je me sens surpassée et je perds tous mes moyens. Et donc, je suis capable de tout envoyer paître et d'attendre une semaine pour refaire surface. Et du coup, je me demande souvent si, en fait, c'est vraiment un mode de vie qui m'épanouit ou si j'essaye de vivre à 100 à l'heure pour, au final, combler un mal-être ou me trouver de la valeur. Et du coup, le lien que je faisais avec vous, c'est que je pense que vous êtes un peu les exemples types de la vie à 100 à l'heure. Des projets, vous en avez eu des centaines, enfin peut-être pas des centaines, mais des dizaines au moins. Vous avez côtoyé des milliers de personnes. Et du coup, je voulais savoir si c'est réellement un mode de vie qui vous épanouit ou si ce serait potentiellement un moyen de fuir vos problèmes et du coup vous dévouer à d'autres personnes ou à d'autres problèmes en fait. D'abord, on a rencontré beaucoup de monde, on a beaucoup de projets, mais on vit d'une façon presque monacale. On sort pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, tout ça, mais on n'a pas une vie mondaine, disons. Ça, c'est déjà... Donc, on se libère de ça. Bon. Familial, oui, parce que 4 enfants, 8 petits-enfants et 3 arrières, ça prend du temps. Et donc, j'ai une charge mentale, comme on dit maintenant, c'est à la mode,
mais moins que Costa, parce que pour organiser, pour tout ça, c'est moi. Mais j'essaye que la boucle n'aille pas trop vite. Et sinon, sur les projets, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se dire, bon, ça c'est le plus important, on laisse ça de côté. La charge mentale, elle a une capacité maximum quand même. Donc, à un moment donné, oui, il faut se dire, bon, il faut savoir qu'est-ce qui est le plus important à ce moment donné. Voilà. Ça, c'est très important. Parce que sinon, effectivement, on rentre en clinique très vite. Hein. Je vous le confirme. Faire des choix. Faire des choix. Et je voulais dire, un peu en conclusion, c'est que nous avons fait ce choix de venir ici ce soir, discuter avec vous. C'est unique. Je n'ai jamais vécu depuis. J'ai fait beaucoup de rencontres à l'université, un peu partout. Je suis très ravi. Je ne sais pas si on a répondu vraiment comme il fallait à vos questions, parce que c'est des questions très complexes. En tout cas, merci de nous avoir fait confiance, de nous avoir écoutés, et merci de vous avoir posé des questions aussi personnelles. Moi, je suis très ému de cette soirée, et merci et bravo. Voilà. Merci à vous. Ma fille, enfin notre fille, on l'a fait ensemble, a fait un film qui s'appelle, un documentaire pour Arte qui s'appelle Les bonnes conditions. C'est-à-dire qu'elle a suivi des élèves pendant 12 ans qui sont rentrés, qui ont fait des études supérieures ou pas, qui sont entrés dans le spectacle. Donc moi, ce que j'aimerais, Cédric, à mon mail personnel, c'est que vous m'écriviez au fur et à mesure, peut-être pas pendant 12 ans, parce que dans 12 ans, je crois que je ne serai pas là, mais je serai dans l'autre monde, mais j'aimerais que vous me teniez au courant de ce que vous faites. Voilà. Parce qu'au moins, ça aura une... J'aurais l'impression qu'on n'est pas venu juste là et puis on part. Hein, si vous êtes d'accord. Ceux qui ont envie, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Cette excellente conclusion, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'être tous venus.